12h46, c'est l'heure de l'abécédaire de la campagne, comme tous les mercredis, à la lettre A comme abdication, puisque l'abdication, c'est le titre du livre que publie notre invité Aquilino Morel chez Grasset. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous dites que, je vais laisser la parole à Ludovic Piétenu, qui a pour vous des questions peut-être plus politiques, mais de façon générale, parce que c'est l'une des thèses qui avait été le plus soulignée, retenue dans votre livre, à savoir que François Hollande, finalement, il voulait bien être président, il voulait même beaucoup être président, mais au moment où il a été en place pour gouverner, il ne voulait pas gouverner ou plus gouverner, ou il n'a pas pu gouverner. Est-ce que ça tient seulement à sa personne, disons un tempérament particulier, ou est-ce que c'est aussi l'époque qui fait que finalement au pouvoir on ne peut plus faire grand-chose? Merci de votre invitation. Non, ça ne tient pas qu'à sa personne, même si sa personne et ses convictions, en l'occurrence des convictions libérales anciennes, je vais y revenir, ont joué. L'abdication dont je parle, que j'évoque dans mon livre, elle est triple. Il y a 3 abdications intriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Et si vous voulez bien, on va remonter dans le temps, dans l'histoire, pour comprendre. Il y a la première abdication, celle du 1er décembre, celle que tous les Français ont en tête lorsque le président est venu leur dire « je ne serai pas candidat ». C'est une abdication symbolique, évidemment, très frappante. Alors, c'est votre titre est très prémonitoire. Prémonitoire. Je l'ai choisi avant cette abdication-là. Mais cette abdication est le résultat ultime d'une première, une deuxième, plutôt en remontant dans le temps, abdication, celle que vous évoquez, l'abdication de se renoncer à agir, renoncer à exercer le pouvoir, et en l'occurrence, en rejoignant l'étymologie, abdicere, s'écarter de ce que l'on a dit. François Hollande a été élu sur le fondement du discours du Bourget. Et que vous avez rédigé. Auquel j'ai participé. Un discours n'appartient qu'à celui qui le prononce. Bon, ça c'est la thèse. Donc, il a très vite renoncé à agir, renoncé à exercer le pouvoir que les citoyens lui avaient confié. Et la raison ultime, la troisième abdication, qui explique tout, c'est celle que je rapporte, c'est celle que dénonçait de façon visionnaire, prophétique, Pierre Mendès France lorsqu'il monte à la tribune de la Chambre des députés le 18 janvier 1957 pour dire « Non, je ne voterai pas le traité de Rome, qui allait être ratifié, parce que ce sera l'abdication d'une démocratie. Vous allez déchaîner le libéralisme du 19e siècle, dit-il, et vous allez donner corps à cette seconde forme d'abdication. Il évoque la première, bien connue, confie tous les pouvoirs à un homme providentiel qui devient dictateur, mais il évoque la seconde. Déléguer ces mêmes pouvoirs, je le cite, à une autorité extérieure qui, au nom de la technique, va en réalité exercer le pouvoir politique. Nous y sommes. La gauche s'est perdue depuis trop longtemps dans le libéralisme et l'européisme. Elle a oublié le message de Mendès France. Il est temps qu'elle le retrouve. C'est bien de le rappeler parce qu'on oublie un peu cette position de Mendès France qui était à ce moment-là très visionnaire. Ignorée. Ludovic Piétenu. Aquilino Morel, votre livre est très bien écrit d'abord, je dois le dire, parce que je l'ai lu intégralement. C'est pas très étonnant en même temps, venant d'une plume qui a été celle de Jospin il y a 20 ans, qui a été celle de François Hollande. On a évoqué le discours du Bourget. On peut dire aussi que vous avez été ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg dans la primaire il y a 5 ans. C'est intéressant de vous recevoir qui plus est aujourd'hui, parce que Christiane Taubira, une figure de la gauche française, donne un long entretien à l'hebdomadaire Le 1, où elle dit ceci, notamment: la gauche a renoncé à ce qui l'identifie et la gauche bute sur ses propres renoncements. Oui. Elle aussi utilise ce mot-là. J'ai lu cet article cette nuit sur mon téléphone portable, comme vous peut-être, je ne sais pas. Pareil. Enfin, en tout cas, j'en ai lu des extraits. Cet article est extrêmement intéressant. Elle ne dit pas seulement que la gauche bute sur le ressac de ses renoncements, c'est son expression. Elle dit autre chose, ce que j'évoquais à l'instant, à propos du libéralisme et de l'Europe. Elle dit le grand marché unifié a été une capitulation politique. C'est ce qu'elle écrit. Et donc elle rejoint, d'ailleurs c'est assez logique puisqu'elle est, comme vous savez, une radicale de gauche, elle rejoint ainsi le constat, la vision prophétique que je rappelais de son grand maître, Pierre Mendès France, qu'effectivement aujourd'hui, la gauche s'est perdue. Vous l'avez pas dit dans le discours du Bourget, ça, sur l'Europe par exemple. Mais on a dit le contraire. C'est ça. On a dit précisément le contraire. Donc... Enfin, pardonnez-moi, François Hollande a dit précisément le contraire. Il a dit, je vais refonder une relation de vérité et d'égalité avec l'Allemagne. Je vais réorienter l'Europe dans le sens de la croissance, de l'emploi. Je vais Vous dites que c'était un discours de volontarisme politique, de patriotisme économique. De volontarisme politique et de patriotisme économique. Oui, il y a 2 phrases qui symbolisent ce discours, que je connais bien. La première, c'est ce qui est en cause, c'est la souveraineté de la République face au marché et à la mondialisation. Et la seconde, c'est la France n'est pas
un problème, la France est une solution. Et il y a un chapitre très intéressant sur Florange, qui est le premier grand moment de la présidence Hollande. Vous dites, par exemple, on passe beaucoup trop de temps à décider, à consulter, alors qu'on pouvait agir et prendre de vitesse. Lakshmi Mittal, qui lui a eu le temps finalement de préparer sa défense et de contre-attaquer. Et ça a été le premier renoncement de François Hollande, Florange. La tragédie de la gauche, pour reprendre le titre d'un livre éponyme de deux de vos consoeurs. Pourquoi ? Parce que effectivement, le candidat Hollande, qui était allé au Bourget dire dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Il l'avait en face de lui, son adversaire, le monde de la finance, dans la figure incarnée de Lakshmi Mittal. Et là, à ce moment-là, il a renoncé, il a abdiqué. Et il a donc tourné le dos non seulement à ses engagements, mais aux classes populaires et aux classes ouvrières. Et vous dites qu'il l'a fait parce qu'il c'est aussi le rapport de la gauche et des ouvriers. Parce qu'il était libéral ou parce qu'il n'a pas pu faire... Il a cru qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce que la vérité, c'est que la solution qui était évoquée par le ministre du redressement productif de l'époque, Arnaud Montebourg, qui était une nationalisation temporaire. Et je vous rappelle qu'il existait à l'époque un repreneur crédible pour le site. Qui était prêt à mettre 400 millions d'euros. Qui était prêt à mettre à 400 millions. Cette possibilité-là était totalement taboue pour les gens qui étaient en réalité au pouvoir. Tous. Donc, évidemment, dans ces cas-là, il est arrivé ce qui était prévisible, c'est-à-dire le renoncement. Et il est question donc de la gauche et de son rapport aux ouvriers aussi dans ce chapitre sur Florange. Vous dites la gauche sans le peuple ne sert plus à rien, elle n'est plus rien. Au pouvoir, elle ne se bat plus, elle se contente de faire des sermons. La gauche sans le peuple, c'est le moralisme. Et un peu plus loin, vous dites le peuple sans la gauche, c'est le populisme. Oui. On est en plein dedans là en ce moment ? On tend vers ça ? On tend vers ça malheureusement. On tend vers ça parce que pour prendre la seconde phrase, c'est-à-dire que le peuple sans la gauche, c'est le populisme, il reste plus que ça au peuple, quoi. Mais vous avez une force politique perverse qui est restée ce qu'elle a toujours été, qui détourne les voix des ouvriers et des classes populaires, en leur faisant miroiter ce que, j'espère, et ça ne se produira pas, qu'elle ne mettrait jamais en œuvre si elle parvenait au pouvoir, alors même que ces voix-là devraient normalement abonder la gauche. Je rappelle... On parle de l'extrême droite ici. Est-ce que vous y associez aussi l'extrême gauche ? Non. Mélenchon, sa France insoumise. Pas du tout. Ce sont des choses différentes. Pour moi, l'extrême gauche n'est pas l'extrême droite. Mais je rappelle aussi dans ce livre le déjeuner que j'avais organisé pour Lionel Jospin il y a 20 ans. Vous disiez il y a 20 ans, le temps passe vite. Avec Emmanuel Todd qui lui disait « Vous allez commencer votre campagne. Allez dans l'Est. Allez voir les ouvriers. Parlez-leur. Dites-leur que votre programme est pour eux. Et n'oubliez pas, lui dit-il, que les ouvriers épousent des caissières et qu'ensemble, c'est 50% de la population. Et que sans leur voix, vous ne serez jamais élu. » Lionel Jospin a fait 13% des voix ouvrières. Il était éliminé au premier tour. Oui, vous ressuscitez aussi François Gérard Hollande, Le Gall en 2012, a reconquis l'électorat ouvrier grâce au discours du Bourget. Vous ressuscitez aussi cette scène dans le bureau de Lionel Jospin, de Gérard Le Gall, conseiller opinion du Parti Socialiste, qui dit on va droit dans le mur et on va se faire un 21 avril. Enfin, ce qui est arrivé, ce qui pourrait arriver aujourd'hui, de nouveau. Non, ça n'arrivera pas parce que le 21 avril était un coup de tonnerre dans un ciel bleu, pour reprendre la formule de Lionel Jospin. Aujourd'hui, on nous annonce, et malheureusement, la litanie des défaites de la gauche depuis 2012 nous annonce cette perspective. Donc il n'y aura pas de surprise. Et c'est pour ça qu'il faut se battre d'autant plus. Alors, on peut s'amuser dans le livre de Jean-François Trans. J'ai découvert son existence. Vous nous parlez donc de ce type qui est normal. Vous dites en fait, ce sont les vertes années de François Hollande. Un livre écrit sous pseudo quand il avait 31 ans. 31 ans. Qu'est-ce que c'est ce livre ? Et c'est le tournant libéral de François Hollande. C'est le manifeste libéral qui sera appliqué à partir d'octobre 2014. Dans quelles conditions il écrit ce livre ? Comment ? Dans quelles conditions il écrit ce livre ? Il était jeune haut fonctionnaire, jeune responsable à la Cour des comptes. Et pourquoi Trans Les transcourants. Ah d'accord. C'était le nom du mouvement qu'il animait à l'époque. Très bien. L'abdication de François Hollande, Patrick Boucheron. Chez Grasset. Ouais. Voilà. Non mais on va en parler parce que je voudrais demander juste à Patrick Boucheron si ça pourrait éventuellement être un événement qui serait repris dans l'histoire mondiale de la France où tout d'un coup le pouvoir politique abdiquerait, soit volontairement, soit parce qu'il est contraint et qu'il ne peut plus agir sur l'histoire. Le livre dont on va parler, l'histoire mondiale de la France, est un livre qui, en date, effectivement, décrit la manière dont la France s'explique par le monde. Là, ce dont on parle, c'est pour l'instant, malheureusement, de la France qui s'explique de par la France qui s'explique avec elle-même. Bon, Hakim Morel, qu'est-ce que vous allez maintenant faire une campagne pour Arnaud Montebourg ? Vous êtes engagé dans cette campagne pour... Non, je ne suis pas engagé officiellement. Chacun connaît, enfin en tout cas mes convictions sont anciennes.
mes amitiés aussi. Je suis resté fidèle au discours de Bourget, comme des millions de Français de gauche. Donc je soutiens Montebourg dans cette primaire qui s'annonce. Montebourg dont il est longuement question dans le bouquin, disons-le. Oui, mais en même temps que Manuel Valls, qu'Emmanuel Macron, que les acteurs, que François Hollande. Beaucoup de bien. Aussi. Voilà, l'abdication donc. Et François Hollande aussi. Mais j'en dis aussi beaucoup de bien par moment. Voilà. C'est vrai. Vous dites du bien des gens quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci pour le commentaire. C'est une belle analyse de la gauche. Chez Grasset.